Aujourd'hui, on est au CENTAC, au centre d'entraînement au combat, et on va parler de drones militaires. Il m'a l'air pas mal celle-là. Ils sont devenus indispensables sur les théâtres d'opération et aujourd'hui, toutes les armées en réclament, mais surtout l'armée française qui a accusé un vrai retard sur les drones et pour des raisons parfois étonnantes. Alors avec Clément Dagnès du service Monde de l'Express, on s'est rendu dans l'Aube au centre d'entraînement au combat de l'armée de terre pour essayer de comprendre pourquoi. Et donc l'événement où on va, ça s'appelle DroneX et c'est une sorte de compétition, mais à quoi s'attendre exactement? D'abord, ce seront des petits drones, des drones qui utilisent des petites unités pour voir ce qu'il y a derrière une colline, derrière un immeuble, des drones donc très utiles pour faire la guerre au quotidien sur le front. Ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir parler à des télépilotes, des gens qui utilisent ces drones. On va parler aussi à des officiers, des encadrants, des gens qui vont nous expliquer aussi quel est l'intérêt tactique opérationnel de ces drones de reconnaissance pour être fort sur la ligne de front, pour faire face à un adversaire. À notre arrivée, on est accueilli par le commandant Vincent Verger qui va nous guider pendant la journée parce que le terrain d'entraînement de l'armée de terre est gigantesque. Pour tout vous dire, on a même dû s'y reprendre à 2 ou 3 fois pour trouver notre chemin. Et puis on a enfin trouvé l'équipe en train d'être examinée. Particularité pour la journée, c'était une équipe anglaise qui a été invitée à concourir pour se perfectionner. Sur cet atelier-ci, on a un village qui est tenu par l'ennemi. Le but, ça va être d'aller chercher l'information sur les positions de l'ennemi, sur ce qu'ils y font et la manière dont ils s'organisent à l'intérieur de ce village. L'exercice proposé est le suivant. Un pilote de drone doit s'approcher discrètement d'un village tenu par l'ennemi. Une fois qu'il est à l'abri, il lance un drone de reconnaissance. Il a alors 2 missions principales. La première, c'est repérer la configuration du village et identifier les positions ennemies, les hommes, les véhicules, les engins explosifs, etc., sans se faire repérer. Puis dans un second temps, il doit analyser toutes ces données en temps réel et proposer à sa hiérarchie la meilleure tactique possible pour s'approcher du village et neutraliser les adversaires. Il y a énormément d'objectifs dans le village, donc forcément la formation va être différente entre chaque équipe et c'est ça qui va déterminer le degré, j'ai envie de dire, de réussite de la mission. Pour cet exercice, l'appareil utilisé ressemblait à un petit drone civil, mais dans d'autres, on utilisait des nanodrones de la taille d'un petit oiseau, comme celui-ci par exemple. On s'est ensuite assis pendant une demi-heure avec le général Seller pour évoquer tous ces sujets. Les drones, en particulier les petits drones que vous avez vus aujourd'hui sur le terrain, constituent une plus-value tactique incontestable aux combattants qui sont au contact pour pouvoir observer ce qui se passe derrière la ligne de crête, le mouvement de terrain, voire même un peu plus dans la profondeur tactique, à l'avenir de pouvoir déclencher des tirs d'artillerie et donc il y a vraiment une rupture majeure sur laquelle l'armée de terre est résolument engagée. Les drones aujourd'hui sont déployés en petite quantité dans tous les régiments de l'armée de terre et il y a clairement un besoin de massification de ces capacités-là. En tout cas, encore bravo pour votre participation. Au-delà des résultats qu'on va proclamer. Donc le drone, je crois qu'on s'en rend vraiment compte quand on est ici, c'est devenu une arme stratégique majeure sur un théâtre d'opération militaire et c'est une révolution et une prise de conscience, on va dire, qui s'est accélérée avec la guerre en Ukraine. Le problème, c'est que la France n'a pas cru à cette révolution, en tout cas au début. Et ça, c'est un constat fait par le ministre des Armées lui-même, Sébastien Lecornu. J'aurais à vous présenter une stratégie spécifique sur les drones, puisqu'on sait très bien qu'on a pris un retard qui, à mes yeux, n'est pas acceptable ces années précédentes. Et c'est un retard dont on parle depuis longtemps. Par exemple, dans un rapport parlementaire de 2017, où il y a donc 6 ans, on lit que la France, à l'instar des autres pays européens, a pour une large part manqué le tournant décisif des drones. Et on l'explique par un manque de compréhension de l'importance de cette technologie et un déficit de volonté et de constance de la part des pouvoirs publics. Et du côté de nos grands groupes industriels, est-ce qu'on n'aurait pas aussi manqué le coche? J'ai posé la question à Xavier Titelman. Salut Xavier. Un expert en aéronautique et défense et qui envoie parfois des messages subliminaux sur ses films préférés. Petite parenthèse, vous l'avez déjà vu sur notre chaîne Xavier Titelman, c'était pour une vidéo spéciale sur les drones en Ukraine. Je vous mets le lien en description et j'en profite pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne, ça prend vraiment qu'une seconde. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui d'un point de vue industriel sur la question des drones militaires français?
Alors, d'un point de vue industriel, c'est vrai qu'objectivement, on n'a pas réussi à avoir un modèle qui soit suffisamment intéressant pour couvrir les besoins nationaux et gagner des parts à l'export. Et c'est peut-être un petit peu ça la difficulté. Comme on a tout misé en gros, sur le Rafale, sur les avions de chasse, sur des technologies très avancées, et ben peut-être on s'est dit, puisqu'on peut faire quelque chose de plus fort, à quoi ça sert de développer quelque chose qui est finalement l'arme du low cost? Le dédain pour une arme considérée comme low cost, c'est un argument quand même assez étonnant, mais qui revient beaucoup pour expliquer le retard français. Par exemple, sur France Culture, il y a quelques jours, avec la chercheuse Amélie Ferret. Dans les armées, il y avait une forme de réticence à utiliser les drones parce que le drone était vu comme une dégradation du statut. C'est-à-dire que par rapport à un avion de chasse, un drone, c'est évidemment moins valorisant. Et dernier point important pour Xavier Titelman, la taille du carnet de commandes, c'est vraiment le nerf de la guerre industrielle. Aujourd'hui, technologiquement, on sait tout faire. Simplement, comme le gouvernement, l'armée n'a pas passé des commandes dans des quantités importantes, et bien finalement, ça reste relativement cher. Et quand on regarde les derniers drones qui viennent d'être intégrés dans l'armée, comme par exemple le Patroller, et ben, c'est quelque chose qui est unique au niveau mondial, sauf que ça coûte 4-5 fois plus cher que par exemple le Bayraktar TB2 qui est d'origine turque. Alors certes, c'est beaucoup plus technologique, mais au final, on n'arrivera pas à l'exporter parce que cette supériorité technologique, finalement, beaucoup de nos clients habituels considèrent que ça ne vaut pas le coup de mettre 3 ou 4 fois plus cher pour acheter ça. Le Patroller, c'est le nouvel appareil phare de l'armée de terre française. Il est commercialisé par Safran et dans sa dernière loi de programmation militaire, la France a passé une commande de 14 Patrollers. Alors on a pu justement s'entretenir avec l'un des directeurs de Safran. Bonjour, je m'appelle Alexandre Ziegler et je suis le directeur de la division défense de Safran Electronic and Defense. Alors il nous confirme que la taille du carnet de commandes, ça compte énormément parce que ça permet de réaliser des économies d'échelle, d'où l'intérêt, selon lui, d'agrandir le marché à l'échelon européen. Je vais vous donner un exemple. Le Bayraktar, le drone TB2, il a été commandé à plusieurs centaines d'exemplaires par l'armée turque au moment de son lancement. Aujourd'hui, ce sont des drones dont la capacité de production est de l'ordre de 200 jusqu'à 300 par an. Si on ne se donne pas aujourd'hui ce volume, et je ne jette pas la pierre à l'armée française de ne pas nous en commander 200 ou 300, mais si on ne se donne pas cette dimension de volume, qui est une dimension par essence européenne, on y arrivera beaucoup moins bien. Alors il y avait 2 points principaux dans cette vidéo. Un, c'est le manque d'équipement en drone de nos armées, peu importe leur pays de fabrication. Et là, d'après un rapport de 2021, un rattrapage est en cours, qui permettra aux forces armées françaises de disposer de plusieurs milliers de drones d'ici 2025, contre quelques dizaines seulement il y a 4 ans. Dans sa dernière loi de programmation militaire, la France va consacrer 5 milliards d'euros à l'acquisition de drones. Et ça répond à une demande des officiers aujourd'hui. Il y a besoin d'une montée à la fois quantitative, mais surtout et également qualitative pour en faire le meilleur emploi tactique possible. Et deuxième point, le développement des filières industrielles françaises. De ce côté-là, il y a aussi une montée en puissance. Les grands groupes historiques sont là, Thales, Safran. On a beaucoup appris, nous, industriels, mais je crois que nos donneurs d'ordre, le ministère des Armées, la DGA, ont aussi beaucoup appris. Mais il y a aussi des nouveaux, entre guillemets, comme Parrot, qui s'éloignent petit à petit du marché civil pour se consacrer uniquement au marché professionnel et militaire. Et ça, on l'a bien vu, au centre d'entraînement au combat de l'armée de terre. Et ça, c'est essentiel pour des questions de souveraineté, parce qu'il faut d'abord équiper suffisamment nos armées en drones, et savoir exactement ce qu'il y a dans ces drones, donc les fabriquer nous-mêmes si possible, en France ou en Europe.